Ce genre d'histoire, c'est tellement inspirant. Ouais. Vraiment. Et ça peut inspirer, je pense, n'importe qui à faire juste n'importe quoi qu'ils ont envie de faire. Ah ouais. Ton histoire, elle est ouf. Ça me donne envie d'aller faire de l'impro, là. C'est ouf. C'est trop ouf. Casse Départ, l'émission Trait d'Union Entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour, on reprend l'émission sur la thématique de suivre son cœur, toujours au Coquet Coco, au 41 rue Sainte-Anne. Et avec, ça y est, Flavien Wallo et notre invité Cookie-san. Et c'est la suite d'une première émission, toujours sur la thématique suivre son cœur. Et on a tellement de choses à se dire. Ça va super. Cookie-san, a.k.a. rap manga. Attention. Bon, tout le monde va bien, tout le monde est au taquet pour continuer. On est prêt. Allez. Là, du coup, Wallo, tout ce que tu viens de raconter, ça m'a fait penser fortement à des choses que j'ai appris durant ma formation de coaching, notamment les ondes cérébrales, parce que notre cerveau émet des ondes plus ou moins rapides. Et donc, tu parlais d'instinct de survie, d'être beaucoup dans la survie. En fait, là, ton cerveau, il est en bêta supérieur. Et c'est par exemple l'état dans lequel on va être si tout d'un coup il y a le feu et qu'on doit sortir d'ici. Donc le fait d'avoir été tout le temps, la plupart du temps, dans cet état-là, j'imagine que c'était hyper fatigant. Parce que tu es en vigilance tout le temps. Après, tu parlais d'être dans un état plus calme. Ça, on va appeler ça l'état alpha. Les ondes alpha, où c'est des ondes beaucoup plus lentes. Après, juste avant, il y a bêta moyen où c'est probablement les ondes cérébrales qu'on émet actuellement, où on est dans une écoute attentive. Après, en dessous d'alpha, il y a d'autres ondes qui vont correspondre à l'état d'hypnose et l'état de sommeil profond. Mais ce qui m'intéresse là, c'est vraiment les ondes alpha parce que c'est des ondes qui correspondent au calme et à la réceptivité. Et donc, ça me fait aussi penser à quand tu disais que tu as des fulgurances. Et en fait, à mon avis, si on mettait des électrodes sur ton cerveau, enfin sur ton crâne, tu serais en alpha quand tu as ces fulgurances. C'est mon avis, mais ça se teste. Ça se tente. Mais voilà, ça m'étonnerait pas. Et du coup, la plus histoire de donner des petites pistes à tout le monde et aux auditeurs aussi. Le moyen le plus rapide de se mettre en alpha, c'est de penser à quelque chose de sympa, d'agréable, quelque chose qui nous met dans un état de gratitude ou de joie. Et ça, c'est en général, c'est radical, quoi. Et ça me permet de me faire une auto-transition parce que du coup, moi, après qu'on m'ait dit vous inversez la tête et le cœur, j'étais en panique, j'étais désespérée, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et puis moi, je suis pas restée dans cet état de désespoir. Hein. Je me suis dit bon tant pis. Mais en même temps, c'est comme si je m'étais mis une case dans la tête en mode ça c'est là, il faut explorer. Et avec le temps, beaucoup plus tard, j'ai rencontré une femme qui fait des soins énergétiques, genre du Reiki à domicile, enfin chez elle. Et elle m'a dit, je vais vous apprendre une manière d'avoir des réponses de votre cœur. Et je me dis, chouette et tout. Et là, c'est un truc beaucoup plus physique où en fait, fallait déjà se mettre dans un état de calme, donc je dirais en alpha, donc un état de sérénité et de calme. Après, genre tu mettais tes deux mains sur ton cœur, tu respirais et tu dois sentir l'énergie. Et si c'est oui et t'as une expansion du cœur, tes mains naturellement elles s'ouvrent. Et si c'est non, soit ton corps il se recroqueville, soit tes mains elles s'ouvrent pas en fait. Et du coup au début ça m'a amusé, j'ai testé et tout, puis je me suis dit non c'est vachement c'est compliqué quand même. Tu dois trouver un calme, tu peux pas l'appliquer partout quoi. Attendez. T'es même pas sûr de l'avoir fait toi-même, inconsciemment. T'es pas sûr, c'est ça. T'es pas sûr d'avoir eu des sortes de brouillages, tu vois, si, c'est vachement bien. Ouais. Je suis inconscient. Et du coup, je me suis dit, ok, mais quand même, c'est pas hyper fluide pour moi. Puis elle m'avait dit, oui, il faut pratiquer beaucoup pour que ce soit plus fluide. Et j'ai eu la flemme, en fait. Ça m'a
j'ai pas eu envie Ça t'a gonflé. Voilà, tout simplement. Mais par contre, dernièrement, j'ai remarqué que écouter mon cœur, enfin quand j'étais dans mon cœur en tout cas, je ressentais beaucoup de joie et une espèce effectivement d'expansion que je mesurais pas avec mes bras, hein, mais vraiment c'est difficile à expliquer, mais comme si il y avait une lampe au niveau de mon cœur et puis que ça faisait une sorte de halo autour de moi. Alors j'essaye de l'imager, mais c'est vraiment un ressenti physique. Donc c'est pas genre je vois de la lumière qui émane de mon corps. Tu t'envoles. Mais c'est cette sensation aussi. Et je pensais en préparant l'émission à la notion quand on dit ça me donne des ailes ou ça me fait déplacer des montagnes. Et ben justement, je pense que cette sensation, elle est assez proche de ce qu'on peut ressentir quand on a cet élan du cœur, en fait, quelque chose qui est hyper important pour nous et qui nous dépasse. Et même notre mental, en fait, il suit pas. Et c'est peut-être ça aussi qui provoque de l'inconfort. Et tu vois, genre, en fait, t'es bien, tu sais qu'il faut que tu fasses le truc. Et en fait, ton mental, il est incapable d'expliquer pourquoi. Et ça aussi, ça me ramène à ce que j'ai appris en coaching, c'est que le mental, il crée des plans de protection et de planification, de projection vers l'avenir à partir de ce qu'on connaît déjà. Donc, tout ce qu'on a expérimenté, et il va se dire, bon, ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien pour moi. Tac, il sort j'imaginais le tableau. Le plan d'architecture. Voilà, qui sort son feutre et tout. Alors, selon mes calculs, ça va faire ça, et puis après, on pourrait faire ça, et c'est pas mauvais en soi, parce que c'est une stratégie. Maintenant, quand t'as le cœur qui arrive et qui dit on va faire ça, et souvent ça va complètement en dehors du spectre de ce que le mental avait pu imaginer, le mental il frise parce que ça correspond pas ni à sa stratégie ni à ses connaissances. Et du coup, moi j'imagine des personnages et là-dedans on n'a pas parlé des tripes, tu vois, on a un peu parlé du corps. Mais je pense et toi t'en as un petit peu parlé aussi, Wallo. En fait, je pense que le ressenti qu'on a quand on est dans le cœur et quand on est dans les tripes, c'est pas le même, parce que physiquement déjà c'est pas au même endroit. Tout ça, physiologiquement, les tripes en japonais ça va correspondre plutôt à ce qu'on appelle prononcer le hara en français, mais le hara en japonais qui correspond au niveau du bas ventre. Et en fait toute cette zone du bassin, c'est la zone la plus lourde du corps. Et du coup, toi, Cookie, quand tu parlais de ton corps qui n'a pas engagé, bah, ça m'a fait penser à ça, tu vois, genre, les tripes, il y a ton corps qui sait qu'il veut pas, et en fait, genre, il se pose là, il s'assoit, il dit non. Et il explique, parce qu'en fait, le seul qui explique, tu sais, j'imagine 3 personnages en nous, où t'as le mental qui explique à donf, parce qu'il sait, tu vois, il a toutes les infos, c'est celui qui sait, il explique à donf et tout, il y a toute la logique, la cohérence, tout ça. T'as le cœur qui est un peu plus vaporeux, qui est plus, je dirais, dans l'intuition. Et t'as le bassin, les tripes qui sont plus... qui savent aussi, mais enfin, tous les 3 savent, mais de différentes manières. Et le cœur et les tripes n'expliquent pas, en fait. Non. Juste, ils sont là et ils disent, on va faire ça. Il y a, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu as dit, parce que moi, on a appris aussi une technique un peu comme la tienne, ce qu'on appelle le pendule humain, mais le pendule humain... pour ceux qui font soit du Reiki, etc. Enfin, tu peux avoir un outil qui est le pendule, et le pendule, il existe pour plusieurs raisons, etc. Mais il faut être quand même dans un état concentré, quoi. Tu peux pas le sortir comme ça, genre comme tu veux, quoi. Et le pendule humain, bah c'est pareil. Du coup, c'est de mettre la main sur le cœur et de voir, en fait, par rapport à, tu fais un oui et un non, et en fait, par rapport à ta main sur le cœur, ça répond. Et pareil, tu peux être phagocyté par des pensées, donc en fait, tu peux pas forcément être aligné. Mais c'est un des exercices qui existe aussi, mais par contre, il faut être aligné, il faut avoir une bonne respiration, il faut prendre le temps de. Ouais, il faut être serein. Il faut être serein. Et du coup, déjà, de prendre cette notion, d'avoir la notion de prendre le soin d'eux et prendre le temps d'eux, des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais, une fois que tu le fais, tu fais plusieurs tests et tu vois que, ah oui, ok, là, je suis aligné. La décision, je
justement être comme un pendule, tu peux t'aligner ou pas t'aligner, et de voir justement quelle est la bonne décision que tu peux prendre en faisant ces exercices-là. C'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, mais parfois ça marche. Parfois. C'est pas sûr. Non, mais c'est juste qu'il y a tellement de paramètres. Ouais, au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est ça. Mais je pense que quand tu dis parfois ça marche, je me dis non, je pense que ça marche plus souvent. On n'est pas conditionné à écouter notre cœur. Ouais. On nous apprend, surtout à écouter notre tête. C'est ça. Tout à l'heure, quand tu disais que le mental, il se crée par rapport à ce qu'il sait, tout ce qu'il sait, c'est de la logique, c'est d'apprendre un métier, d'apprendre des cours, etc., mais jamais d'écouter ton cœur. Donc, oui, parce excuse-moi mais parce que on apprend à l'école que c'est le mental qui a raison. Ouais. Et en réalité, c'est un dialogue entre ces trois parties de nous. C'est un dialogue, c'est des négociations. Et comme on a appris à surtout avoir un raisonnement, en France surtout, le pays des Lumières, on a un raisonnement logique. Donc, on se dit, on part avec le postulat que c'est le mental qui a raison. Et du coup, la vie nous apprend à écouter d'autres choses. Et moi, je trouve ça passionnant, quoi. Et par contre, des fois, quand ça discute trop, faut prendre une décision, en fait. Et finalement, moi, je dirais que écouter, on peut choisir d'écouter son mental, on peut choisir d'écouter son cœur, on peut choisir d'écouter ses tripes. Mais le tout, c'est de prendre une décision et puis de se dire que effectivement, il y a un prix à payer. De toute façon, on avance, il y aura un prix à payer, on ne sait pas lequel. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais en fait, le fait de se positionner, genre, je dis ça comme si c'était finger in the nose, mais alors pas du tout. C'est un chemin, on disait tout à l'heure, c'est un chemin. Exactement. Mais je pense que se positionner juste même entre soi-même et soi-même, on n'est pas obligé de convoquer toute sa famille ou tous ses proches ou les personnes concernées en disant j'ai décidé que non, ça commence entre soi-même et soi-même, se dire j'ai décidé ça ou je veux ça. Moi j'ai toujours l'image dans les mangas de la personne qui est sous la cascade d'eau. Il y a un choix de ouf et tout, et du coup t'as la personne qui a demi-nue sous la cascade et du coup qui prend le temps avec la cascade, avec tout le bruit et l'eau qui lave aussi, ça se fait avec cette image de l'eau d'absolution. Ouais, d'absolution. Peut-être. De purification. Ouais, de purification plutôt. Et du coup, avec cette image-là où je prends une décision, je suis en mode moine et j'écoute. J'écoute les trucs. C'est super intéressant parce qu'il y a aussi cette notion de méditation, d'inconscient. On en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Et il y a un truc, je pense, super important dont on n'a pas parlé, c'est que pour écouter son cœur, il faut une grosse dose de confiance en soi. Parce que si t'as pas confiance en toi, va écouter l'inverse de ta tête. C'est ça, c'est un des gros soucis justement quand j'en reparlais tout à l'heure avec le fait d'être tout le temps en mode survie, pour vous redonner un peu le modèle, en tout cas ce que j'ai compris avec le temps et mes formations, c'est que quand on est en mode survie, pour avoir confiance en soi, en fait, faut être dans un état, ce qu'on appelle ton état régulé normal. Quand t'es dans ce mode-là, la confiance en soi, tu y accèdes très facilement. Parce que tu vis les choses normalement, c'est-à-dire que t'as eu une enfance normale, tranquille, t'as eu un environnement sécure, donc tu as été habitué à des signaux de sécurité, tu sais faire la différence et t'es plus enclin à aller vers l'inconnu parce que tu dis de toute façon si je me casse la gueule c'est pas grave. Quand t'es en mode survie, c'est très difficile parce que tu cherches à survivre en fait avant même d'explorer. Donc quand t'es en mode survie, c'est très difficile d'avoir confiance en toi parce que non attends, moi je suis pas sécurisé là, arrête de me raconter n'importe quoi. Quoi tu veux que j'aille dans l'inconnu, mais je vais peut-être mourir. Et ça, c'est un, comment dirais-je, c'est un truc, là, qui m'est revenu quand on en parlait, et j'ai repensé à Jujutsu Kaisen. Oui, je fais des mises à jour, je ne parle pas que d'Akira. Là, ça fait quelques émissions, t'en as pas parlé, hein. Mais il a quand même réussi à placer le nom. C'est vrai. Et dans Jujutsu Kaisen, alors, j'essaie de faire un peu le lien entre ce que Saya a dit quand elle parlait des tripes, et que c'est vrai qu'entre les tripes, le cœur, il y a un moment dans Jujutsu Kaisen qui n'est même pas le plus important de l'histoire, hein. Mais moi, qui m'a beaucoup marqué, justement, sur cette capacité à notamment à percevoir du danger et à se dire, bon, là, il va falloir que je m'en sorte. Je sais pas si vous avez regardé l'anime ou même lu un peu le manga. Oui.
Mais vous avez un moment donné où, alors je sais plus comment on les appelle, c'est les monstres là qui sont dans un restaurant en train de négocier avec un exorciste. Et vous avez un serveur qui observe, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il regarde l'exorciste qui est pour lui visible, mais il voit pas les entités. Et il dit, de toute façon, si je m'approche de ces gens-là, si je m'approche de ce gars-là, je risque de mourir. Et puis il commence à repenser à sa famille, ou de toute façon, moi je m'occupe de mes nièces ou de mes filles, je dois leur payer les études. Et on sait pas pourquoi. Et lui, il sait que quelque chose ne va pas. Il n'arrive pas à le nommer. Il sent parce que lui, il est pas exorciste, il peut pas voir mais il sent que quelque chose ne va pas. T'as son patron qui dit, ouais, bon, va t'occuper. Non, moi, j'y vais pas. Et il se barre. Et j'ai beaucoup aimé cette... Heureusement, parce qu'après, il et ça, c'est pour les auditeurs, alors, je sais, on est dans des mangas, on est dans de la fiction et compagnie, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec cet exemple-là, c'est que c'était le personnage, entre guillemets, normal, mais qui a quand même cette perception-là qu'il y a un truc qui va pas. Et il faut que et il prend la bonne décision. Est-ce que c'est son cœur? Ou pour moi, c'est plus de l'ordre de les tripes, parce que là, c'est l'enjeu. L'instinct de survie, en fait, qui rentre en jeu. Et je trouve que c'est super bien montré, parce qu'en fait, on voit le mental, quand le mec, il se dit, attends, c'est quoi l'enjeu, quoi? Je reste au resto, moi, je dois m'occuper de l'avenir. Il y a pas moyen. Son corps le sent. Le mental dit, ouais, je dois m'occuper. Il se barre. Ça y est, je démissionne. Et ça, c'est une prise de décision que beaucoup de gens n'ont pas. J'ai trouvé ça, moi, c'est devenu un de mes persos préférés. Le serveur qui se barre. Top 1. J'ai regardé la scène, j'ai pas compris quoi. C'est vrai que la scène, moi je l'ai lu en manga, la scène elle est série. En peu, l'auteur prend du temps. C'est ça. Sur ça, ça prend une page. Exactement. Et tu fais, en manga, ça prend une page. Et ça prend une page et tu fais, pourquoi il prend une page? Et après il se barre et tu fais, mais ouais, en fait, c'est vrai que, tu sens qu'il y a un danger. Tu sens qu'il y a un danger. Mais l'exemple, il est incroyable parce que, comme tu l'as dit, en fait, on a vraiment, dans cette scène, le visible et l'invisible. C'est ça. Là où il y a ceux qui peuvent voir les monstres, il y a lui qui ne peut pas le voir. Et comme tu l'as dit, qui perçoit un danger sans le voir. Ouais, il sait qu'il y a un truc qui va pas. Et nous, au quotidien, je pense qu'on est tous dans cet état où des fois, on est dans une situation où tu vas pas voir quelque chose, mais tu vas le ressentir, soit à les tripes, donc un instinct, soit ton cœur, soit une intuition, soit un truc, mais... Et moi, ça, c'est ce qui me renvoie à l'inconfort, c'est que je ne vois pas, mais je ressens quelque chose par rapport à quelque chose que je ne vois pas. Et je dois prendre une décision par rapport à ce que je ne vois pas. Tu vois bien que lui aussi, il est inconfortable, le serveur. Mais il sait que là, c'est un enjeu de survie, il est tel, il préfère se barrer, quoi. Mais bon, après, quand on connaît la suite, heureusement. Mais, voilà. C'est intéressant sur le côté des tripes où c'est vraiment le truc un peu animalier qui arrive, où c'est vraiment l'instinct pur et dur, quoi. Après, c'est vrai que c'est dans les mangas et dans les animes, c'est souvent le trip qui sont là, c'est d'où sort la force, ça sort des tripes. Quand on voit même sur une Naruto et tout, chakra et tout, bah, d'où il est au bas-ventre. Ouais, parce que je pense que c'est lié, excuse-moi, je coupe les gens. C'est très bien. Faut lever la main, c'est très bien. Ah, donc c'est coupe, hein, non, c'est pour dire, ça vient, je pense, de justement la notion de hara, où clairement, au Japon et dans plein d'arts martiaux, en fait, c'est le centre de ton énergie vitale. Et c'est aussi là où... je crois que c'est dans ce coin-là qu'il y a le centre de gravité du corps. Ouais. Donc c'est un endroit hyper important et qui explique ce qu'on trouve dans les animés, les mangas, quoi. Ouais, donc c'est toujours réfléchir. Enfin, on voit souvent dans les apprentissages, etc. C'est suite et tripes, quoi. Et le cœur va venir après. Mais c'est suite et tripes, puis le cœur, et puis après le mental. Et c'est vrai, toujours dans Jujutsu Kaisen, quand je pensais au cœur, la notion de suivre la voie du cœur. J'ai oublié le nom du héros, je suis désolé. Itadori? Ouais. C'est vrai qu'on peut l'oublier. Il est pas ouf. Moi je suis pas team Jujutsu Kaisen. Ah ouais. Donc en fait, c'est quand il là où j'ai cette notion de voie de chemin qui a du cœur, je l'aperçois en tout cas dans cet animé et chez ce perso, quand il prend la décision quand il revient à ce que son grand-père lui a dit. Et bon, même si je connais pas trop la suite, on sent que ça a un impact
sur son hôte, j'ai oublié le nom du démon. Là. Sukuna. Et voilà, Sukuna, ça, on sent qu'il y a ça a un impact. Il est pas team, mais il connaît tous les noms. Voilà. J'ai vu la saison 1. Tu sais, il y a cet impact qui se joue et qu'on voit bien dans les décisions qui sont les siennes. Quoi. Tu dis ah ouais, ok, c'est ça qui sa force vient de là. Pour moi, plus que de ses tripes, elle vient de ce côté du cœur. Je fais non, moi, mon grand-père il m'a dit que donc et c'est là où je trouve que sa force elle vient plus du cœur que des tripes. Lui pour en tant que tel le héros. Voilà. Ouais. Bon, moi j'ai fini, je m'en vais. Il y a une scène qui me revient, qui je pense met bien en scène l'intuition et l'instinct. Ouais. Peut-être la petite différence qu'il peut y avoir, c'est quand Jiraiya il jette Naruto dans le trou pour invoquer Gamabunta. Ah, attention Jiraiya. Je pense qu'au moment où Jiraiya va jeter Naruto, où il le pousse, il ressent, il sait au fond de lui que Naruto il peut invoquer Gamabunta. Naruto qui a du mal et qui invoque que des petits crapauds depuis un moment. Donc il a le sentiment que Naruto peut l'invoquer. Donc, par intuition, Jiraiya pousse Naruto dans le trou. Et Naruto dans le trou, c'est par instinct qu'il invoque Gamabunta, parce que c'est pas son cœur, il le travaille, mais il a jamais réussi. Et là, il fait l'invocation suprême où t'as Gamabunta qui sort. Et donc, je pense que dans cette scène-là, t'as l'intuition de Jiraiya. Je connais mon élève, je sens qu'il peut invoquer Gamabunta. Et la confiance, du coup. Et la confiance. Et Naruto par instinct de survie et par quelque chose qu'il connaît les mudras, il sait le faire et il le fait par instinct. Il a rien fait de plus que ce qu'il a fait quand il était en haut en mode safe, mais là en zone d'inconfort, pas le choix que d'invoquer Gamabunta. Ouais, et du coup, peut-être que aussi au niveau de ses émotions, de sa concentration, comme il était plus justement dans la survie et dans une sensation d'urgence, peut-être aussi que ça lui a permis de mieux se concentrer. Bon, je sais pas pourquoi je pense à mon fils qui est tout le temps déconcentré quand je lui demande de s'habiller, parce que genre il voit un Lego, il commence à jouer alors qu'il a mis une chaussette. Vraiment, c'est infini. Voilà, et coup de pression, hein. Par contre, quand son papa lui met un coup de pression, il s'habille en 2 secondes. Ou alors quand il a hâte d'aller quelque part. L'exemple des enfants, pour moi, c'est super pertinent parce que les enfants écoutent beaucoup plus facilement leur cœur que nous. Parce que nous, on est passé par des années de conditionnement et d'apprentissage et de mental qui dit qu'on doit faire comme ci, comme ça, mais les enfants n'ont pas ça. L'enfant, il a mis une chaussette, il a envie de jouer au Lego. Il va jouer au Lego. Ouais, il va pas avoir ce truc de j'ai mis une chaussette, il faut que je mette la deuxième chaussette, sinon il y a un truc qui va pas. Exactement. Il y a rien qui va pas en fait. Va jouer au Lego, même si maman elle est en retard. Même s'il faut aller à l'école. Voilà. Ouais. Faut qu'on retrouve notre âme d'enfant en fait. Ouais, exactement. C'est ce que je disais sur l'impro. Moi, une des meilleures décisions, c'était de faire de l'impro parce que c'était toutes les scènes que je fais en impro, c'est que du cœur. Là, par exemple, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Rock and Impro, donc Rock and Impro, et je me suis mis dans une difficulté de ouf parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire de la musique. Attends, vous allez faire un spectacle? Ça y est, on l'a fait. Et c'est en impro? Ouais. Du coup, il y avait des musiciens comédiens qui faisaient du rock, et j'avais appelé aussi une chanteuse comédienne aussi, improvisatrice. Et moi, dans toute la team, je suis le seul qui sait pas faire de musique. Et qui sait pas j'écoute beaucoup de musique, mais je sais pas chanter, je sais pas, et je sais pas jouer d'instrument. Donc, tous les autres font, tu vas faire quoi? Franchement, je sais pas. Je suis là. Tu sais, c'est un peu le pote qui est là, le groupe. J'avais eu ça avec un groupe de musique où effectivement, il y avait un gars, c'était avec le groupe LMC, il y avait un gars, on savait pas quoi, on savait pas ce qu'il faisait. Et il avait un déguisement et tout. Et en fait, dans la liste des membres du groupe, il y avait marqué manipulator. En fait, je sais pas, il faisait plus ou moins semblant de faire des trucs et puis il faisait des petites chorégraphies, il faisait un peu rire il était là, il mettait l'ambiance. Et du coup, moi j'étais là, on a fait le spectacle où on a enlevé toutes les chaises, etc. On a fait comme si c'était dans un bar à impro, donc normalement il y a des chaises, etc. Comme si on regardait un spectacle. Là, j'avais enlevé toutes les chaises et le but c'était ça ressemble à un concert rock, alors que c'était du rock et de l'impro. Il y aurait très peu de chant. On a décidé, alors le but de ce truc-là, c'était que ils ont jamais joué ensemble, même moi j'avais jamais joué avec eux, ils avaient jamais joué ensemble musicalement non plus, et que 15 minutes avant on se met d'accord sur quelque chose et on passe sur scène et on joue. Du coup, prise de décision ultime, quoi. Vraiment. Et moi je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais vraiment dans ma tête, mais qu'est-ce que je suis en train de... Dans mon cœur il y avait le putain, ça va être trop chouette, ça va être ouf, quoi.
Et donc en fait on décide de faire la vie d'un band qui se connaît depuis longtemps mais qui se cherche musicalement, donc ça nous permet de faire des répétitions, ça nous permet de nous foirer dans les morceaux, ça nous permet malin. Et du coup t'as le public qui est là, qui est spectateur, qui rentre dans la vie de ce groupe, qui se cherche des histoires d'amour, et entre temps tiens, cette histoire d'amour là on peut la mettre en musique, comment on la met en musique, quel type de rock on peut mettre, on fait une petite histoire du rock en même temps, enfin tout ça on mélange. C'est ouf. Wow. Et c'était assez ouf. Et à la fin, du coup, moi, je faisais un peu les bacs derrière. On savait pas trop quoi je servais tout, quoi, vraiment. Mais en même temps, j'étais dans l'histoire, quoi. Et à la fin, la chanteuse me tend le micro. Et là, j'ai fait, oh, la bâtarde. Et du coup, je fais, ok, je fais, ok, on va faire un truc en métal. Du coup, on fait un métal. Et en fait, moi, je commence à slammer dessus. Et là, voix du cœur, vraiment, j'ai envie de le faire. Je sens que je peux le faire. Je sens que je sais le faire. Et je le fais. Waouh. Et je fais un slam, et là, ça durait 3-4 minutes, un slam improvisé, avec de la musique métal et tout. À la fin, applaudissements, fin de spectacle. C'est trop cool. Et là, j'ai fait... Truc de ouf. T'as invoqué Kamabunta, en fait. Truc de ouf. Et là, vraiment, à la fin, on a fait, mais c'est génial, c'est trop ouf ce qui s'est passé. Et puis, il fait, mais... Alors, à la fin, on leur dit, voilà, nous, c'était que 15 minutes avant qu'on s'est retrouvés. On se connaissait un peu, mais on n'avait jamais joué ensemble. Musicalement, on n'avait jamais rien à faire ensemble. Et moi, en plus, je sais pas chanter. Tout le monde fait, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, tu vois. Et là, c'est vraiment droit du cœur. Ce genre d'histoire, c'est tellement inspirant. Ouais. Vraiment. Et ça peut inspirer, je pense, n'importe qui à faire juste n'importe quoi qu'ils ont envie de faire. Bah ouais. Ton histoire, elle est ouf. Ça me donne envie d'aller faire de l'impro, là. C'est ouf. C'est trop ouf. Putain. Mais c'est vraiment le palpitant, c'est vraiment genre, j'y vais. Ouais. Il y a les tripes aussi qu'on fait. Ouais, ok, là c'est bon, je peux, et le cœur. Et t'as eu confiance en toi à ce moment-là. T'as eu une bouffée de confiance en toi. Je vais le faire, putain. Ouais, c'est très chouette ce que tu dis parce que moi je l'ai revu en intelligence relationnelle où j'ai eu mes dernières formations. Cet aspect de on part, on sait pas dans quoi on va, mais on se met tous d'accord. Et les choses se construisent au fur et à mesure de façon tellement naturelle et tellement elles s'enseignent tellement bien, on se dit mais attends, c'est pas possible. Et pour moi, c'est exactement la même chose que quand vous avez la façon dont nos systèmes nerveux communiquent entre eux, parce qu'on n'en a pas conscience. C'est pareil que les animaux sauvages, les bêtes. Quand t'as un prédateur qui arrive, le premier qui va être attaqué, si sont tous au calme, il va émettre son signal et les autres ils vont le percevoir, ils vont avoir la logique de on s'enfuit ou dans certains cas on va se rapprocher de celui qui est en danger et puis bon on va le défendre comme on peut. Et dans le cas humain c'est assez différent, mais ce que tu dis là je l'ai vu à plusieurs reprises en formation où on avait des petits groupes comme ça, on devait bosser sur un thème et tout d'un coup l'autre te dit ah, mais c'est bizarre parce que moi il m'est arrivé ça et puis là aujourd'hui dans l'interaction il y a ça qui vient de se produire, mais en même temps et t'as un truc qui a émergé, qui contente tout le monde, qui parle à tout le monde et qui a l'air presque décidé à l'avance alors que non. Et ouais, c'est les vibrations, vous étiez tous alignés. Bah oui, carrément. Il y avait vraiment l'impression d'être vraiment dans un shonen, tu vois, dans un truc ou même, tu vois, en lisant ça m'a rappelé un peu Nana quand le band se faisait et qu'il commence à se mettre ensemble et dire qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va faire et tout, et qui se retrouve en osmose quelque part, quoi. Et c'est ce truc-là où il y a la notion vraiment du cœur qui parle à chacun. Je sais plus qui avait dit tout à l'heure que le cœur ça peut être quelque chose d'un peu égoïste et qui était à nous, mais une fois que en fait c'est relié les uns les autres, en fait on voit que c'est vraiment plus que les tripes. C'est plus le cœur qui relie l'humain, quoi. Et là, sur les moments d'impro, quand on fait des spectacles d'impro, vu qu'on se connaît jamais, on se connaît pas, on sait pas qui on est, on se parle même pas, tu vois, on se dit j'ai fait ça, et après on va se discuter après le spectacle. Et l'expérience est incroyable. Et c'est très drôle de faire ça. Et c'est pareil, même là quand on enregistre les podcasts, qui on ne connaît pas. Non. Et là on apprend à te connaître. Et du coup, tu vois, c'est juste la voix du cœur aussi. Moi, j'ai quand même regardé ces vidéos là. Je sais pas combien de temps il nous reste là. Ouais, pas beaucoup. En fait, on a fait une très longue émission de 2 heures. Non, 1h18. Oh. Bon, voilà. Moi, j'avais peut-être une petite truc à raconter aussi, mais vas-y, bon, allez. Dans le même genre, en fait, moi,
j'ai eu l'opportunité là de travailler avec Yoshiki sur qui est un Yoshiki. ça parle à tout le monde, Yoshiki Yoshiki, de le Ex-Japan. batteur, le guitariste. Ouais. Ah bah, c'est un truc de ouf. Alors, Cookie ne connaît pas Yoshiki. D'accord. T'inquiète, je m'occupe. Je vais Tu vas m'envoyer des liens. Yoshiki est un batteur et J'ai envie de pleurer, laisse pianiste, mais d'un des grands groupes japonais qui s'appelle X-Japan. Ok. Mais je vais laisser ça y en parler. Ouais, plus. en fait, à la base, il est batteur et leader du groupe X-Japan. Bon, il y a eu beaucoup de tragédies dans sa vie. Et c'est un compositeur aussi, c'est un pianiste. À la base, il est pianiste de formation. Et en fait, son père est décédé s'est suicidé quand il avait 10 ans. Et sa mère lui a acheté une batterie. Et en fait, toute l'incompréhension, toute la haine qu'il a pu avoir à ce moment-là, il l'a mis cette énergie dans la batterie, quoi. Et donc, bon, après, il y a eu X-Japan, nouvelle tragédie dans X-Japan, il y a le guitariste qui est décédé. Bon, il y a la thèse du suicide, la thèse de l'accident, machin. Mais là aussi, ça lui brise le cœur. Bref, il a une histoire assez dense et difficile. Après, artistiquement, le mec, c'est un génie. Enfin, il compose de tête. Ouais, je vois le genre de crack. Il écrit des partitions et il va pas forcément s'aider d'un piano ou d'une guitare ou quoi. Il voit la musique. Et voilà. Il ressent la musique et il arrive à la transcrire. Et en fait, bon, moi, à la base, je suis pas fan absolu de Yoshiki. Je connais et respecte son travail. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, j'avais, dans le cadre de Japan Expo, quand j'avais travaillé à Japan Expo il y a plus de 10 ans, j'avais eu l'occasion de travailler avec son équipe et lui, puisqu'il était venu à Japan Expo pour un showcase. Après, bon, voilà, je quitte Japan Expo. Bon, du coup, je parle plus, tout ça. Et puis là, grâce à Japan Expo, de nouveau, j'ai cette opportunité d'être modératrice sur sa conférence, sur un question-réponse. En fait, je fais comme une interview, quoi. Dans le cadre de la projection de son film. Et donc, je me remets dans son œuvre, sa vie, son œuvre. Je pleure devant son film, tout ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui, je pense, me parlent différemment de quand j'ai déjà travaillé avec lui avant. Et je rentre, comme je prépare des questions, comme je me prépare aussi psychologiquement à parler avec lui et à transmettre, à poser des questions en tout cas. Parce qu'à la base, on m'avait dit, oui, chose importante, on m'avait dit, tu fais modératrice, tu le présentes et tu poses des questions en français et il y aura quelqu'un pour traduire vers l'anglais. Bon, d'accord. Donc, je me mets en mode français-anglais dans ma tête. Je me dis, bon, c'est OK, pour une fois, je traduis pas. Parce que d'habitude, tous les trucs comme ça, j'ai plusieurs casquettes. Je me dis, pour une fois, bon, c'est en anglais, c'est en français, je traduis pas. Ah non, on m'a dit, tu poses des questions en anglais quand même. Voilà, désolée, je m'embrouille moi-même parce qu'il y a eu justement une embrouille de ce genre-là. Donc, on m'a dit, tu poses des questions en anglais et il y aura quelqu'un pour traduire en français. Bon, je me dis, OK, on fait une discussion en anglais, machin. Après, je parle à une autre personne qui me dit, bah non, ce sera en français, japonais. Du coup, toi, tu lui parles en français, puis il y aura quelqu'un qui va traduire vers le japonais. Ah, the nouveauté, quoi. Parce que, encore une fois, par le passé, j'ai toujours été dans le cas de figure où je posais les questions je traduisais vers le japonais. Et bon, là, du coup, je me mets en mode français-japonais, et puis je dis à la personne, je vais quand même poser mes questions en japonais parce qu'il faut créer du lien avec la personne avec qui tu parles. Et sinon, je me sentirais pas à l'aise. Et le lendemain, le jour même de la conférence, j'ai un pote qui me dit ouais, là, les interviews, c'est tout en anglais. Et je me dis, il y a des chances que la conférence, ce soit aussi tout en anglais. Parce que Yoshiki parle très bien anglais. Et effectivement, donc le jour même, en arrivant sur le lieu, on me dit, non, mais ce sera tout en anglais. Donc, je me recalibre pour repasser en mode anglais-français.
Et comme je savais que la traductrice, l'interprète ne traduisait pas vers l'anglais, je me suis dit, bon, ben, allez, finalement, je traduis aussi. Et moi, j'ai surtout l'habitude français-japonais. Je pense avoir un bon niveau en anglais, mais c'est un sort un petit peu de ma zone de confort de devoir faire ce niveau d'interprétariat. Et donc, j'ai besoin de me concentrer. Et donc, j'ai mes questions en français, je relis les bullet points, les suggestions de questions en anglais, parce qu'il y avait quand même un brief assez précis qui m'avait été envoyé. Et en même temps, je rencontre 2 personnes super sympas, et donc à la fois, je suis en train de me concentrer, en même temps, je suis super contente de discuter avec ces personnes-là, et je suis à la fois concentrée et à la fois dans la joie, en fait, dans le partage. Et au moment où je me dis, bon, ben, il va falloir y aller, je me dis, bon, lâche les questions, regarde pas ton papier, tu connais les thématiques, vas-y. Il y avait avec quand même la peur de me planter, qu'ils fassent la gueule, qu'ils comprennent pas mes questions, qu'ils soient pas contents, que j'arrive pas à créer du lien avec lui en parlant, que je bafouille, enfin bon bref, que je me prenne les pieds dans le tapis, enfin bon, plein de petites voix qui me disent ah mais ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Mais en fait quand je traduis, je regarde l'objectif, c'est-à-dire que mon objectif quand je suis dans ce genre de configuration, c'est de transmettre ce que l'invité dit de la manière la plus précise possible au niveau intention, pas au niveau du vocabulaire, mais au niveau de l'intention et de l'émotion qu'il veut faire passer au public. Et qu'il y ait la plus belle récompense, c'est qu'il y a une réaction du public et aussi une réaction de la personne. Enfin voilà, qu'il y a une sorte de communication en cercle là qui fonctionne bien. Et du coup, c'est vraiment j'ai le focus là-dessus, quoi. Et là, tu peux pas, t'as plus le temps d'avoir peur, en fait. T'as plus le temps de laisser parler ton mental qui dit attention, machin. Et donc, mon cœur, si je reprends les thématiques, mon cœur, il était dans cet objectif-là, de partage. Mon mental, il était en mode, bon, je me tais. J'ai compris, c'est anglais, français, je me tais. Et puis, mes tripes, elles étaient en mode vigilance, tu vois, genre s'il y a un truc qui tombe, je rattrape, tu vois. et voilà, et finalement, bah ça s'est hyper bien passé. Bon, au début, Yoshiki a pas hyper bien compris ma question. Il y avait ma bouteille sur la table, du coup, il m'a demandé de l'enlever, tout ça, ça m'a un peu perturbée, mais au final, ça s'est fluidifié et on a passé un super moment. Et en plus, c'est quelqu'un qui a des valeurs que je partage tout à fait, des valeurs humanistes et de connexion des gens entre eux, qui vraiment me parlent, quoi. Et donc, c'est un super bon souvenir. Et voilà, et c'était de ça que je voulais parler pour un peu analyser avec la grille de lecture où est la tête, que fait la tête, que fait le cœur, que font les tripes, comment chacun se met dans son rôle, quoi. J'aime bien cet exemple, justement. Il y a différents paramètres qui doivent rentrer en jeu. Quelle partie de toi, en fait, rentre dans cette équation et comment, au bout d'un moment, il faut que tu sois aligné avec la personne qui est en face de toi et le public. Et en même temps, toi. Et ça, en fait, c'est que comme ça, les très bonnes conférences ou les bons échanges se font que de cette manière-là, quoi. Et dans ton histoire, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup préparé. Il y a eu un peu du cafouillage même à certains moments, mais au moment de monter sur scène, t'as un peu lâché prise. Tu t'es dit, bon, dans tous les cas, allez, j'y vais, on verra. Et c'est peut-être ça qui t'a permis de te mettre en mode, peu importe ce qui va arriver, ça va bien se passer. Ouais, mais j'avais un peu peur d'oublier un point important, en fait, quand même. Mais le brief était bien, était précis. Et j'ai compris aussi ce qui mettait Yoshiki à l'aise pour répondre. Donc, le fait de comprendre ça, de comprendre une espèce de cohérence de l'échange, ça m'a sécurisé. Mais ça va très vite. Tu sais, tu te dis, à ce moment-là, tu te dis pas, juste, en fait, là, ton cœur,
ton mental et tes tripes, elles collaborent, quoi. Genre, ta tête, elle fait, ah, c'est bon, j'ai compris j'ai craqué le truc de la communication. Et t'as ton cœur qui fait yes. Et là, il est content parce qu'il peut le connecter avec la personne avec qui il t'échange. Et du coup, tu deviens plus spontané. Ton corps, il se lâche plus. Et j'ai pu me permettre des questions plus spontanées aussi, qui faisaient pas partie du brief. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a un truc en coaching, on appelait ça un momentum, et c'est aussi ce que tu expliquais, où en fait, t'as une sorte d'énergie qui est là, qui est agréable, et tout le monde est content, quoi. En fait, il y a une espèce d'unité, et tout le monde passe un moment sympa, et c'est difficilement explicable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est content d'être là. Et alors, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, c'est l'intuition. Alors, l'idée, c'est pas de relancer. T'en as un petit peu. Oui, c'est vrai, t'en as parlé avec Jiraya. Mais on parle d'écouter son cœur, on a parlé d'écouter ses tripes, son instinct, d'écouter sa tête, son mental qui fait les calculs. Et on n'a pas trop parlé de l'intuition. Si, on en a parlé avec Jiraya, certes. Mais je voulais revenir sur ce que tu racontais, Wallo, par rapport à ce que tu as appelé les fulgurances. Parce que pour moi, c'est l'intuition. En fait, c'est genre, tu as une sorte de certitude qui te traverse. Et ça, je saurais pas dire si c'est dans la tête, dans le cœur ou dans les tripes, parce que pour moi, c'est encore autre chose. C'est comme si, genre t'avais reçu un message, tu vois. Et en fait, t'as cet état de certitude, et ça m'est déjà arrivé aussi. Et en fait, donc tu reçois le truc, enfin, t'as cette fulgurance, et quand ton mental commence à parler, parce que bien sûr, il s'exprime, le mental, il donne son avis sur tout. C'est évident. Et ton mental, il dit, non, c'est pas possible, en fait. C'est l'image dans les mangas où t'as la barre qui arrive en fond derrière avec l'étoile. Je sais pas si vous voyez le truc, ça fait genre dans Nicky Larson ou dans d'autres trucs où quand quelqu'un capte quelque chose et c'est tu vois vraiment le petit éclair. Le petit éclair qui arrive, c'est vraiment Alors pour ceux qui veulent vraiment ça, parce que ce qu'on avait étudié, c'est Denis Seagal qui avait fait une grafolexie par rapport à ça. Et à l'époque d'Animeland, parce qu'il avait commencé là, c'est ce dont je lui avais parlé, c'est ce que j'ai appelé moi la ligne d'intuition. C'est-à-dire que c'est ce qui traverse, c'est soit une ligne ou parfois un éclat, parce que t'as capté un truc. Bon, à l'époque dans Ken le survivant, ça se traduisait par l'épaulette qui explosait à un moment donné où t'as un truc comme ça. Et c'est vrai que graphiquement, je trouvais curieux, mais très juste, en fait. C'est ça qui est bizarre avec les codes graphiques japonais. C'est que, ok, tu sais que c'est un code graphique, mais il me paraissait juste dans sa manière d'être représenté. Donc, cette ligne d'intuition. Et pour revenir à ce que tu dis, ça est, quand j'ai des fulgurances de cette nature-là, d'abord, j'ai pris du temps, déjà, avant de mettre le mot fulgurance, que je connaissais pas, que j'ai appris dans une formation. Ah, tiens, ça se passe, enfin, dans une formation. Je l'ai aussi appris de Dominique Quebier qui en parle, dans son livre qui s'appelle La face cachée du cerveau. La fulgurance, en fait, ou l'intuition, voilà, en fait. Pour moi, l'intuition, c'est une étape qui se situe juste après l'engrammation. Ah, attention, je viens d'utiliser un gros mot. En fait, en gros, l'engrammation, voilà. C'est-à-dire que quand t'es dans l'intuition, t'es déjà dans le corps. D'accord. T'es pas dans la tête, t'es pas dans l'esprit. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. Mais c'est de l'information que tu reçois ou que tu perçois. Ça peut être perçu par la tête, je pense que ça peut aussi être perçu par le corps. Et qui va s'engrammer, c'est-à-dire qu'elle va passer d'un stade d'information pure à chimique, parce que ça va être entré, c'est le corps, il va y avoir les interactions avec les synapses, etc. Ça va devenir ça va commencer à se connecter à ta façon de comprendre ou de dire, et boum. L'intuition, pour moi, c'est vraiment quand la prise de conscience, c'est vraiment l'intuition, c'est quand c'est forcément dans le corps. C'est pas juste le truc dans l'éther et que ça, je sais, pour moi, c'est vraiment typique de ça. Et c'est vrai que pour moi, ça va au-delà de l'instinct. Ça va au-delà comment on appelle ça? Ça va au-delà mais en fait, c'est plutôt qu'au-delà, j'aurais plutôt tendance à dire, peut-être que je me trompe aujourd'hui, que c'est une synthèse et du cœur, et des tripes, et de la tête, et de tout ça en même temps et tu sais que c'est ça, et qu'il n'y a pas de discussion possible. Bon, c'est ça. Tu touches juste. Tu peux l'avoir moi, alors j'aurais le nouveau mot que j'utiliserai aujourd'hui, c'est la neuroception aussi. C'est-à-dire notre capacité avec notre système nerveux. Notre système nerveux, en permanence, il gère notre sécurité ou notre insécurité. Et moi, par exemple,
à cause de mon état psychique où j'ai toujours été en hypervigilance, pendant très longtemps encore aujourd'hui, elle s'est développée. Et ça va parler aux fans de Hunter x Hunter, et j'en ai un, en plus j'en ai en fait, ça correspondrait pour moi au Hatsu. Je sais pas si vous vous rappelez de Hunter x Hunter, c'est le Hatsu, c'est cette capacité que, on le voit très bien avec le grand-père et le père de Killua, où à un moment donné, il déclenche son Hatsu sur un immeuble entier. Et en fait, moi je dirais maintenant avec mes termes d'aujourd'hui que c'est de la neuroception, c'est bon, bah voilà, je vais détecter la possibilité d'avoir un ennemi sur un champ max. Le mien, dans la nature, j'ai découvert qu'il s'étendait sur 400 mètres. Parce que j'ai eu, du fait que mon système nerveux, il s'est mal paramétré, qui a été effrayé très tôt avec un choc traumatique, pour moi, je dois être sûr d'être en sécurité sur une zone qui s'étend de 400 mètres. Ce qui fait que en voiture, par exemple, je regarde toujours très très loin devant, très très loin derrière, et j'ai découvert qu'en fait, dans ma neuroception, elle varie sur les côtés. Je peux pas déclencher un accident de voiture, c'est impossible. C'est pas possible. C'est rassurant, je suis avec toi. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est bien parce que ça me permet de détecter le danger de très très loin. Mais, à l'époque, quand je regardais ça dans Hunter x Hunter, je me c'est génial ce pouvoir et tout. Et en fait, ramener à ce que nous on est, bah, c'est ce qui permet de voir les choses, voilà, au niveau de l'espace. Moi, ça s'étend sur 400 mètres, mais j'ai découvert que ça fonctionnait aussi avec le temps. C'est-à-dire que ma capacité à anticiper m'a surpris, parce que avant, j'anticipe. Bah, en fait, j'anticipe beaucoup au niveau du temps. Donc, sur un événement, une information qui m'est donnée à l'instant T, des fois, j'ai des avances de 2, 3, 4, 5 ans, je dis, bah, tu sais, il va se passer ça. Ouais, non, mais tu déconnes, là. Moi, je pense qu'il faudrait faire attention à ça. Et puis, quand ça arrive, mais tu sais, il y a 10 ans, t'avais dit ça. J'avais dit quoi? Parce que, après, les fulgurances aussi, c'est des trucs que ça t'arrive là, peut-être dans l'heure ou dans la journée, j'ai oublié, hein. Je peux te le sortir comme ça, mais c'est plus tard des gens qui viennent me dire, mais tu sais, Wallo, voilà ce que t'as dit. Donc, la capacité de l'intuition en tant que telle, moi, alors, pour moi, ça revient aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est les problèmes de notre éducation, c'est qu'elle nous a trop orientés sur la compréhension par le mental. C'est ce qui nous fait défaut, et c'est ce qui fait que, pour moi, on freeze, des fois, on est perdu, parce qu'on n'a pas l'habitude, soit d'écouter notre corps, on n'a pas l'habitude d'écouter notre cœur, on n'a pas des fois de savoir ses intuitions, en se disant, mais non, c'est du délire, alors que tu parles, c'est la meilleure voie possible qui vient d'être offerte, mais t'as pas su la saisir. Et pour revenir sur la voix du cœur par rapport à notre invité, parce que je le connaissais pas, j'essaie de comprendre, c'est qui ce Cookie-san, là, ça y est, pourquoi elle l'a invité? Et donc, j'ai été regarder, j'ai découvert sur YouTube ce que tu faisais, j'ai Cookie-san manga rap, je me suis dit, vas-y, bon, ok, pourquoi pas. Et j'ai écouté, et musicalement, la prod, c'est pas forcément ma cam. Mais, ce que moi j'ai ressenti en t'écoutant, j'ai dit, ouais, lui, ouais, il kiffe les mangas, et ça vient du cœur, ça se sent, ça s'entend dans tes textes, dans l'enchaînement des paroles, l'intonation. Alors, accessoirement, je suis un fan de hip-hop, donc forcément, il y a des choses qui me parlent. Et j'ai beaucoup lu les commentaires des gens sur YouTube, sur ce qu'ils disaient, et on sent que tu touches le cœur des gens. Plus que la technique ou quoi aux caisses, c'est, enfin, ton succès ou le fait que tu sois apprécié, c'est que moi, quand j'ai lu les commentaires, j'en ai beaucoup trouvé je trouvais très touchant, parce que ça me renvoyait à tout ce que j'ai toujours cru, et qui fait que je suis connecté avec Sae, même Flavien, que justement, dans les mangas, moi, c'est d'abord mon cœur qui a été touché, même si je peux en parler en intellectualisant beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup été touché, et quand je regardais les commentaires, ouais, j'ai pleuré à tel moment sur Jiraiya et compagnie, je dis, ah, ok, moi, j'ai pas suivi Naruto, mais je dis, voilà, eux, leur génération, c'est ça leur a parlé très fort. Et il y a quelqu'un qui le ressort en plus, en texte, en chanson, et ça leur parle, puisque j'ai vu, il y en a, ils ont pleuré littéralement en t'écoutant, parce que ça les a renvoyés. Et moi, je me disais, c'est quoi qui m'avait touché? Bon, le classique, il y avait Princesse Sarah, Rémi dans les trucs anciens, mais par rapport à DB, j'ai pleuré, moi, le jour où Vegeta s'est fait défoncer par Freezer. Voilà, ça m'a beaucoup touché là, c'était pas possible pour moi qu'il soit traité comme une merde. Pareil, c'était pas possible. Et je me rappelle, j'en ai pleuré. Je m'étais même caché parce qu'il y avait une cousine, et je voulais pas qu'on me voit en train de pleurer. Mais par rapport à la voix du cœur, en fait, voilà, j'ai beaucoup écouté. J'ai quand même écouté 2 morceaux, celui sur Hunter x Hunter que je me suis beaucoup marié également, et notamment celui sur Jiraiya. Et je m'étais dit, je vais lui faire un petit quiz, mais peut-être qu'on le fera hors émission. Parce que, moi, en fait, j'ai un projet de rap d'il y a longtemps. J'en avais parlé à des amis qui étaient à Anime Quiz, et je le ferai peut-être sur le côté pour moi. Et où j'ai
déjà depuis longtemps sampler des extraits en version hip-hop d'animé. C'est un pote qui les avait produits. Et pour ça, quand j'ai vu quand j'ai vu ça, je fais ouais, pour moi, alors là je vais pas jouer le daron, mais pour moi le truc, je suis un peu ému en te disant ça. Je trouve que nous on a réussi notre pari, la première génération, et je trouve ça est dedans, et même Flavien, parce qu'on a défendu le manga, on nous a... Flavien, il est plutôt génération. Ouais, plutôt génération. C'était pour se sentir moins seul. Mais après, c'est vrai que j'ai commencé plus tôt. Il a commencé plus tôt, ouais, c'est plus dans ce sens-là, voilà. Mais moi, quand j'ai écouté tes 2 morceaux, j'ai pas eu le temps de tout écouter, et que j'ai vu les réactions je vais dire des gamins, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, je me dis, ouais, nous, on a bien fait notre taf, parce qu'on a essuyé des plâtres. Moi, la connexion entre le rap et le hip-hop, elle est évidente pour moi depuis plus de 20 ans, voire 30 ans. Les raisons pour lesquelles, à Animeland, on m'avait d'ailleurs donné un courrier d'un lecteur qui en parlait, c'est déjà il y a 20 ans, il dit, ouais, il y a des liens entre le rap et machin. Et du coup, je dis, on a bien fait notre taf, parce que quand je vois ce que tu partages, parce que moi, c'est surtout la notion de partage qui m'a touché, plus que la prod, la technique, ça, je m'en fiche. Enfin, j'ai bougé un peu, donc, Faut le dire, merci. Mais moi, ce qui m'a touché, voilà, c'est de voir que il y a ce truc-là qui a été transmis et qui est passé, et c'est c'est ça le plus important pour moi. Ce côté, nous, les mangas, ils nous ont enseigné des choses, ça a touché notre cœur, et de voir que ça se transmet comme ça, et si toi, tu le partages en plus en musique, et que ça touche toutes ces générations, et je dis, ouais, on a bien fait notre boulot, on a bien fait de se battre. Merci déjà pour toutes ces belles paroles, et merci, comme tu l'as dit, d'avoir ouvert ces portes. Moi, j'ai quelques tomes de Nana à la maison, et dès que je le prends et je vois derrière, il y a écrit ça y est, je suis fier de la connaître. je la connais. Et ouais, on est conscient qu'il y en a qui sont passés avant nous et qui se sont cassés la gueule et qui se sont pris des portes et qui ont fait en sorte de les ouvrir derrière pour d'autres générations. Et vous y êtes pour beaucoup. Merci. Je pense que sur ça, on va s'arrêter sur ce bel échange. On pourrait durer 8 heures ce podcast. Mais tout à fait. D'ailleurs, il a duré presque 2 heures finalement. Presque 2 heures, voilà. Mais du coup, finalement, pour apporter une dernière conclusion à ce qui vient de se dire, c'est que le manga nous enseigne-t-il à suivre notre cœur ? Finalement, si le manga parle à nos cœurs, finalement, oui. Parce que ça nous emmène vers du partage, et c'est ça qui est fort en fait. Ça parle à nos cœurs, ça provoque des émotions, ça nous donne envie de les partager. Donc, est-ce qu'il y a des enseignements spécifiques dans les mangas pour nous apprendre à écouter notre cœur ? Pas forcément. On va trouver plus de l'intuition, l'écouter ses tripes. La notion d'amitié, de famille aussi qui va revenir aussi, et puis de se forger et de s'écouter. En fait, il y a beaucoup ça qui revient. Je pense que c'est ça un peu les maîtres mots, de prendre le temps autant et d'aller dans une salle du temps, on en avait déjà parlé. De prendre le temps, d'apprendre à se connaître, et une fois que dans apprendre à se connaître, il y a aussi apprendre à s'écouter, et même si s'écouter, c'est accepter plusieurs discours, qui est une discussion à l'intérieur de soi en fait. Exactement. Et prendre une décision. Ouais, quelle qu'elle soit. Eh bien, merci à vous. Merci. Encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu passes un bon moment. Ah merci. Nous aussi. Nous aussi. On a tourné tout ça au Coquet Coco, au 41 rue Sainte-Anne. On les remercie aussi encore. Merci Coquet Coco. Est-ce que je peux dire une dernière chose ? Vas-y. On n'a jamais tort quand on écoute son cœur. Même si on n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de gain immédiat ou qu'on voit pas le bénéfice ou quoi aux caisses, on n'aura jamais tort, et personne n'aura jamais tort d'écouter son cœur. Et n'oubliez pas aussi, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si vous écoutez votre cœur et que votre mental commence à vous dire « Ouais, mais tu sais pas », c'est normal. Let's go. Merci. Merci. Merci.